on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée un fils qu'il aima trop, jusques à consulter sur le sort de sa géniture les 10 heures de bonne aventure. L'un de ces gens lui dit que des lions, surtout, il éloigna l'enfant jusqu'à un certain âge, jusqu'à 20 ans, point d'avantage. Le père, pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait, défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait s'en sortir contenter son envie, avec ses compagnons tout le jour badiner, sauter, courir, se promener. Quand il fut en âge où la chasse plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut dépeint. Mais quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change un tempérament. Le jeune homme inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus fort fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses, et comme ce logis plein de magnificence abondait partout en tableaux, et que la laine et les pinceaux traçaient de tous côtés chasses et paysages, en cet endroit des animaux, en cet autre des personnages, le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah, monstre !» cria-t-il, « c'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » Aussitôt, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse. Il pénétra jusqu'au ressort de l'âme, et cette chère tête, pour qui l'art d'Esculape en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à des soins compris pour son salut. Même précaution nuisit au poète Échille. Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt, il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle, qui portait dans l'air une tortue, passa par là, vit l'homme, et, sur la tête nue qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie afin de la casser. Le pauvre Échille ainsi sut ses jours avancer. De ces exemples, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les maux que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois pas que la nature se soit lié les mains et nous les lie encore jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture, de lieux, de personnes, de temps, non des conjonctions de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le sceptre et l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est-ce que Jupiter? Un corps sans connaissance. D'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes-ci? Puis, comment pénétrer jusque à notre monde? Comment percer des airs les campagnes profondes? Percer Mars, le soleil, et des vides sans fin? Un atome la peut détourner en chemin. Où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscopes? L'état où nous voyons l'Europe mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu. Que ne l'a-t-il donc dit? Mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celle aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions? Notre sort en dépend. Sa course entresuivie ne va, non plus que nous, jamais d'un même pas, et ces gens veulent au compas tracer le cours de notre vie. Il ne se faut point arrêter aux deux faits ambigus que je viens de conter. Ce fils part trop chéri, et le bonhomme Échille n'y font rien. Tout aveugle et menteur qu'est cet art, il peut frapper au but une fois entre mille. Ce sont des effets du hasard.